Bonjour et bienvenue sur le 3e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je vous accompagne à décrypter votre inconscient au quotidien pour avancer en toute autonomie. Nous souffrons tous. C'est un constat qui est effrayant et qui nous fait prendre conscience du monde intérieur dans lequel nous vivons. Mais savons-nous réellement pourquoi nous souffrons ? Connaissons-nous réellement la cause de notre malheur ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. Cette partie de nous à laquelle nous nous identifions, qui trouve son intérêt à prendre les décisions à notre place. Néanmoins, je souhaite détailler dans cet épisode sa vraie personnalité pour qu'enfin nous puissions le démasquer. Vous retrouvez les notes de cet audio sur le site www.plaisirdedécouvrir.com tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast. Eckhart Tolle nous dit « Le plus grand accomplissement de l'humanité n'est pas ses œuvres d'art, sa science ou sa technologie, mais plutôt la reconnaissance de son propre dysfonctionnement, de sa propre folie. » La nouvelle Terre, la 5e dimension ou encore l'avènement de la conscience humaine sont des termes que vous avez probablement entendus dernièrement. S'ils ne vous parlent pas, ce n'est pas grave car le but de ce podcast est que nous comprenions ensemble ce qui bloque depuis de nombreuses années notre accès au bonheur. Les tensions actuelles, qu'elles soient humaines, sociales, sociétales ou environnementales, nous amènent réellement à nous poser de très nombreuses questions. Personnellement, j'ai dû me couper de certains médias pour cultiver ma tranquillité intérieure et il me semble que nous sommes de plus en plus nombreux sur ce chemin. Pourquoi vivons-nous ces désagréments directs ou indirects dans notre société actuelle ? Pourquoi la souffrance est si démocratisée ? Lorsque l'on est éveillé, conscient des enjeux prédominants dans notre société, nous comprenons que le matériel peut jouer en notre défaveur. Personnellement, je pense que si nous sommes nés dans cette société, c'est pour en comprendre tous les aspects et transformer justement ce qui nous a fait défaut avant de vouloir révolutionner le monde. En ce sens, incarner le changement que nous souhaitons voir se manifester autour de nous, tout en acceptant que le matériel joue une place dans notre vie, est un challenge massif. Par exemple, je me souviens très bien avoir rejeté totalement notre société, l'argent ainsi que tout ce qui découle du capitalisme. C'était une grave erreur. Tout l'intérêt de trouver l'équilibre, la paix intérieure et la sérénité est justement de jongler avec tout ce qui compose notre vie, sans ne rien en rejeter. D'ailleurs, depuis, j'ai très bien compris que l'argent est une énergie formidable si nous savons l'utiliser à bon escient, et l'attribuer notamment à des causes qui nous tiennent à cœur et qui reflètent nos valeurs profondes. Là encore, l'idée n'est pas d'être un parfait petit soldat qui n'attribue son argent qu'à des causes magnifiques, mais peut-être de réfléchir à nos comportements quotidiens, notre consommation habituelle, pour que le plus d'actes possible soit le reflet d'un désir profond. Quel est le lien que je fais ici avec l'ego ? En fait, avec ce podcast, je m'appuie sur le livre d'Eckhart Tolle, qui s'intitule « Nouvelle Terre », duquel je citerai quelques passages. Dans cet ouvrage, il nous dit « Quand on reconnaît sa propre folie, on permet à la santé mentale d'émerger et à la guérison et à la transcendance de s'effectuer. » Je vais relire cette phrase car selon moi, elle est d'une importance particulière. Quand on reconnaît sa propre folie, on permet à la santé mentale d'émerger et à la guérison
et la transcendance de s'effectuer. Qu'est-ce que cela veut dire selon vous ? Personnellement, je l'ai compris comme un processus des plus normaux. Nous avons tous une part de folie, de dysfonctionnement à l'intérieur de nous que l'on peut dénommer ego. Nous avons été éduqués à être les plus forts, les meilleurs, cacher nos émotions, refouler nos désirs, contrôler nos pulsions, nous a été enseigné pour survivre au contexte extérieur. Mais ce n'est pas la voie du bonheur. Pour être heureux, nous devons désapprendre à survivre, en nous libérant de ces conditionnements limitants, du bon petit soldat bien rodé, nous vivons enfin ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez en vous ou non, mais nous sommes des êtres spirituels autant connectés à la Terre qu'au ciel. J'ai cette grande chance d'avoir entamé un long parcours d'expérimentation depuis une dizaine d'années pour comprendre ce que signifiaient mes ressentis tellement perturbants que je ressentais dans mon corps. Personne ne savait me les expliquer, que ce soit la médecine conventionnelle ou même parfois alternative. Du coup, je me sentais vraiment seule, démunie, face à ce que traduisait mon corps. Quand j'ai compris que je captais des choses liées à d'autres dimensions, cela a été d'un très grand soulagement dans ma vie. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, je pense, mais ce que je souhaite ici vous exprimer, c'est que nous sommes indéniablement liés à toutes les dimensions autour de nous et notre ego nous empêche de les exploiter, de les exprimer, de les comprendre telles qu'elles doivent être comprises. Est-ce que vous croyez que le hasard existe ? Que les signes qui entrent dans notre vie sont juste momentanés ? Que la nature est belle car c'est comme cela et pas autrement ? Que ce que nous voyons est la réalité ? Eh bien non. Nous ne voyons seulement que 80% de tout ce qui se passe autour de nous. Nous sentons des phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer car c'est une capacité intrinsèque et nous nous en sommes coupés dans notre société. Il y a un point commun entre toutes ces choses, c'est l'amour. Cette énergie, c'est la plus puissante qui existe sur notre planète, mais aussi dans l'univers, dans la galaxie et dans le néant tout entier. Cet amour magnifique, qui accueille tout et ne renie rien, est à l'inverse de notre ego, qui nous amène à souffrir tant que nous ne décelons pas ses manigances. Alors ma question est la suivante, savez-vous reconnaître votre ego ? Quelle place occupe-t-il dans votre vie ? Pour ma part, j'ai toujours fonctionné à l'ego. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une partie de moi, que cette partie de moi-là, jusqu'à temps que je touche à l'amour véritable qui a chamboulé toute ma vie. L'ego occupait donc une place totale dans mon quotidien, sans que je n'aie conscience de qui il était. Le pire, c'est que jamais il ne m'a permis de laisser place à autre chose que des égos en miroir. Seul un ego bien construit peut en attirer des multitudes d'autres. Donc souvent, nous nous entourons des personnes qui ont les mêmes mécanismes que nous. L'ego, c'est le mal de notre siècle. C'est ce qui nous étrique, nous oppresse, nous enferme et nous limite dans toutes nos actions. Il s'imprègne de nous et il nous fait voir que ce qui l'arrange, c'est-à-dire de la souffrance à n'en plus finir. Il est comme un petit monstre qui grossit à mesure qu'il s'auto-nourrit. Je tiens à vous rassurer, nous pouvons changer ce mécanisme en reprogrammant notre vie tout entière pour vibrer ce que nous décidons, sans être encombrés de cette part qui nous cache la réelle authenticité que nous sommes. Justement, plus nous serons conscients et plus nous irons vers la vérité, c'est-à-dire l'amour. Je sais que ces phrases peuvent sonner un petit peu bateau, encore une fois, mais ce sont les seuls mots que je trouve pour illustrer ce que je dis. D'ailleurs, on peut se demander de quoi il se nourrit, lui, l'ego. Quelle est sa nourriture ? Eh bien, ce sont les mots, les pensées, les étiquettes, les images, les apparences, les critiques, les croyances limitantes, les perceptions,
les interprétations et bien d'autres. En fait, c'est absolument tout ce qui est à la surface que l'on peut décrire avec des mots. Ces mots, selon Eckhart Tolle, sont très réducteurs car ce sont des interprétations. Ils privilégient l'expérimentation et les ressentis comme réels miracles pour nous, les humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous interprétons, nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans l'ego. Si nous souffrons, c'est en grande partie alors parce que notre ego occupe une place trop importante dans notre vie. Je vais alors maintenant vous décrire quelques-unes de ces caractéristiques pour que l'on puisse se mettre en situation. Pour commencer, en premier lieu, les prémices de l'ego se font dès notre plus jeune âge. Par mimétisme, nous nous identifions à notre prénom, puis la place que nous occupons à l'école, le sport que nous faisons, les études que nous suivons, etc. Cela n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas juste ces étiquettes-là, mais justement nous sommes beaucoup plus que ça. Du coup, une fois l'illusion tombée, nous pouvons parler nous-mêmes de manière plus profonde et sans toutes ces apparences et toutes ces couvertures qui dominent. Personnellement, je pense que ce n'est pas évident de déjouer les pièges dans lesquels nous sommes tombés, car nous baignons dedans depuis tellement longtemps que nous ne savons pas comment faire. De plus, je prends par exemple le cas d'un entretien professionnel. Toutes les questions qui nous sont en général posées sont de l'ordre du superficiel. Cela ne nous permet pas forcément de parler de nous au sens spirituel. Ce sont des informations pratiques qui permettent à la majorité des personnes de placer les autres dans des étiquettes ou dans des moules particuliers pour les qualifier. Je suis la première à le faire encore et le processus de changement sera très long. Même si on travaille dessus sans relâche, chaque jour de notre vie, les changements prennent du temps. Est-ce que ce sont des exemples qui font écho en vous ? Si vous avez envie, revenez vers moi pour partager ça avec moi. Bien entendu, quand je parle d'un entretien professionnel, je parle de généralité. Mais je sais qu'il y a forcément dans d'autres entreprises des entretiens qui se mènent différemment, peut-être beaucoup plus liés à les qualités artistiques des personnes, les qualités relationnelles, émotionnelles, et qui ne se basent pas juste sur des grands critères dans lesquels nous rentrons en général. En deuxième point, je voudrais vous parler du fait que l'ego, c'est la petite voix dans notre tête qui ne s'arrête jamais. En gros, elle est toujours derrière nos fesses. Elle est là pour nous rappeler ce que l'on a échoué, ce que l'on a mal fait, ce que l'on aurait dû faire ou ne pas faire. Ce que l'on a bien fait, par contre, cette petite voix évite de trop en parler. En fait, c'est clairement une vraie torture, cette voix, sauf lorsque l'on prend conscience que c'est notre ego et que son influence se limite à la place qu'on lui laisse. La méditation aide très nettement à entendre cette voix sans nous laisser absorber par elle. Le simple fait de se poser chaque jour, au minimum 10 minutes dans le silence, pour écouter ce qui se passe dans nos pensées et les laisser passer afin de ne pas les subir, est un processus qui change notre vie. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je dois m'y reprendre à plusieurs fois par jour pour ne pas me laisser envahir par elle. En troisième point, l'ego s'identifie à un objet qui est interchangeable. Je m'explique. Que l'on parle d'un réel objet matériel, d'un humain, d'un animal, en fait cela est pareil pour l'ego. Ça n'a pas la même importance, mais le processus est le même. L'ego sera affecté par une perte si inconsciemment il associe quelque chose ou quelqu'un à une extension de lui-même. De nombreuses identifications à des objets se font tout le long de notre vie, de toute façon. Je reprends l'exemple d'Eckhart Tolle,
qui explique « Le jouet qu'un enfant pleurait devient sa voiture ». En fait, c'est un processus qui n'a pas de cesse. On recommence à s'attacher à des objets, à des personnes, et on en change, voilà, au fur et à mesure de notre vie, tant que l'on n'a pas compris que c'est notre ego et que cet ego ne comblera jamais le manque identitaire caché derrière. Nous nous identifions très souvent, du coup, à des objets qui nous vident encore plus de notre identité et qui peuvent entretenir une compulsion de courte durée. Parce qu'en fait, l'ego, il veut toujours plus. J'ai longtemps été soumise à ces compulsions de l'ego. Je pensais que des habits, des sous-vêtements, du maquillage ou toute autre parure pourraient me rendre beaucoup plus belle. J'en ai très longtemps souffert. Très longtemps souffert parce que ça ne fonctionnait pas. Cela n'enlève pas l'envie parfois de se faire plaisir, pour se regarder sous un nouveau jour, avoir envie de vêtements frais, de vraiment répondre à un plaisir passager, mais ce ne doit être que du plus. Et puis je pense qu'entre plaisir et pulsion, la ligne elle est très fine aussi, parce que j'entends souvent « oui, mais il faut se faire plaisir dans la vie ». Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais quel type de plaisir est-ce que c'est ? Est-ce que ce plaisir, il comble une vraie problématique dans notre vie ? Ou est-ce qu'il nous permet réellement de nous sentir bien, alignés, à notre place ? J'aime bien donner des exemples qui se présenteraient dans l'idéal, mais je pense qu'on est tous imparfaits et je suis la première, par exemple parfois quand je me sens stressée, à beaucoup trop manger. Pourtant je sais très bien que ce n'est pas quelque chose de bon pour moi, mon organisme, ma confiance en moi, mon estime de moi. Je connais la signification qu'il se cache derrière et je le fais en conscience. Mais je pense que parfois nous avons besoin de combler dans notre vie des vides au travers de la nourriture, au travers d'habits, au travers de rencontres. Voilà, tant qu'on le fait avec conscience, je pense que nous avons le temps, toute notre vie aussi, pour travailler sur nous-mêmes. Pour finir, donc en 4e point, voici quelques situations très concrètes qui nous permettent de remettre dans le contexte un ego présent dans notre vie. Je vous invite vraiment à prendre une feuille à ce moment-là et à noter les situations qui résonnent en vous, ainsi que des exemples concrets dans votre vie. En premier exemple, considérez l'autre comme un ennemi. Il faut savoir en fait que l'ego ne survit que dans l'autre. C'est-à-dire que je, sans l'autre, ne survit pas puisqu'il a besoin d'accuser et de se plaindre. Je peux me demander dans ma vie qui est mon ennemi et me permet d'entretenir un scénario tout fait à l'intérieur de mon esprit. Pour évoluer, dans ces cas-là, je peux envisager la possibilité que la réalité est différente du scénario que je me répète et que ces images mentales sont obsolètes. En ce sens, si un membre, par exemple, de mon entourage ne prend jamais de mes nouvelles, c'est peut-être parce qu'il est comme cela avec tout le monde et qu'il ne le fait pas contre moi. Contre ma petite personne, contre ma petite vie, etc. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut parfois nous aider. En deuxième situation, entretenir du ressentiment. Alors, se sentir amer, indigné, lésé ou offensé, c'est le péché mignon de l'ego. En fait, il adore cela parce qu'il va se renforcer au maximum si sa posture de supériorité est activée. En fait, il en profite pour nous faire focaliser sur l'autre plutôt que sur nous. Dans ce cas-là, je peux me demander, dans ma vie, est-ce que j'en veux à des personnes de faire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles font, de ne pas faire ce qu'elles disent, de ne pas faire ce qu'elles auraient dû faire ? En ce sens, par exemple, si un ami n'a pas tenu une de ses promesses, est-ce que cela fait de lui une personne absolument malhonnête, ridicule, qui manque d'intégrité ? Ou bien est-ce qu'il est possible pour moi de juste observer son comportement,
sans n'apporter aucun jugement ni aucune étiquette en particulier. En troisième situation, j'aimerais parler du fait d'avoir raison. Pour avoir raison, il faut forcément que l'autre ait tort. Dans ce cas-là, je peux me demander, dans ma vie, quand est-ce que j'ai envie d'avoir raison pour ne pas me sentir inférieur à l'autre ? Pour terminer, j'aimerais vous demander et voir un petit peu avec vous qu'est-ce que nous pouvons réellement faire pour contrer notre ego et cultiver notre bonheur au quotidien. Alors, pour répondre un petit peu à cette question-là, qui clôturera notre podcast, j'aimerais vraiment donner des points clés qui, selon moi, composent le bonheur. Le premier, c'est de pardonner. Parce que pardonner, c'est voir ce qu'il y a de sain en l'autre et c'est stopper un processus négatif qui nous rend aigris, qui nous rend tristes, qui nous met en colère, qui parfois nous met dans des situations où nous pouvons avoir une colère extrême, de la haine, des forts ressentiments. Le fait de pardonner, notamment à soi-même, c'est s'autoriser à nous avoir manqué de respect à nous-mêmes finalement. Souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même parce qu'on a pu laisser des personnes nous faire du mal. Et quand on regarde notre passé, il y a des choses qui sont douloureuses parce qu'on a pu donner notre confiance, on a pu ouvrir notre cœur à des personnes qui n'avaient pas la même sensibilité, qui n'avaient pas ouvert leur cœur de la même manière. Et aujourd'hui, nous entretenons des déceptions, des ressentiments, de la colère. La seule personne à qui ça nuit, c'est à nous-mêmes. Le fait de nous pardonner nous-mêmes et de pardonner à l'autre, ça nous offre vraiment la possibilité de nous réinventer chaque jour. Le deuxième point est d'arrêter de se plaindre. Avoir un carnet de gratitude et noter tout ce que l'on aime dans notre vie chaque jour va vraiment amplifier le positif qui s'offre à nous au quotidien. Quand je pense arrêter de se plaindre, je pense que nous avons tous besoin d'être entendus, écoutés et que des fois c'est un besoin d'attention. Je me pointe beaucoup du doigt aussi parce que c'est quelque chose que j'ai souvent fait et que je peux encore faire pour échanger, pour peut-être avoir de l'attention aussi. Je pense que c'est pas quelque chose que l'on fait tout le temps consciemment et que c'est vraiment à stopper pour regarder en fait le bien dans notre vie, le bien-être, les belles choses, les opportunités, les belles rencontres. Il suffit d'un mot qu'on nous a dit un jour, d'un sourire, d'un partage qui change le cours de notre journée. Et ça, c'est vrai que si on le pointe du doigt chaque jour, notre humeur change, notre rapport à la vie tout entier change. En troisième point, c'est profiter du moment présent. Dans la spiritualité et le développement personnel, si j'ai bien compris une chose, c'est que le seul temps qui compte, c'est aujourd'hui. Le passé, il est révolu à tout jamais. Et le futur, il est déterminé par ce que l'on crée aujourd'hui. En fait, en étant connecté à notre vie et à ce qui se passe à chaque instant, nous vivons et nous ne sommes pas encore en train d'entretenir un scénario qui parfois n'est qu'une interprétation de ce qui nous arrange bien pour conserver une identité. Parler du passé, je pense que c'est super pour guérir. Et il ne faut pas le renier ni refouler quoi que ce soit. Mais c'est très bien aussi de parler du moment présent, de nos envies, de nos besoins. Je pense qu'on évolue tous à chaque instant. Et quand on a une idée trop définie de nous-mêmes, on ne laisse pas place aux surprises. J'ai toujours été la première à m'attacher à ce que j'étais avant. Et en fait, chaque jour, je me rends compte que j'ai des envies différentes. Alors, le caractère et
la personnalité, les besoins, les limites, etc. Là-dessus, je pense qu'il faut les connaître pour prendre des décisions à chaque instant. Mais par contre, on peut s'autoriser le fait aussi de changer d'avis, changer de posture, changer d'avis. Voilà, tout simplement parce qu'un jour on va avoir envie d'une chose et le lendemain d'autre chose. C'est en ça que avoir des engagements sur le long terme, ça peut être une prise de tête et même de temps assez conséquente. Donc profiter du moment présent, ça nous permet de nous découvrir à chaque instant. En 4e point, c'est être responsable de nos vies. Je pense que l'un des bonheurs d'être en vie est de pouvoir créer tout ce que nous voulons, d'une part en cultivant les émotions qui nous font du bien, mais d'autre part aussi en répétant les actions qui propulsent notre bien-être. En fait, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive et nous sommes en aucun cas des victimes. Donc quand nous parlons du comportement de l'autre, en fait, nous évitons de parler de notre comportement à nous. C'est pour ça aussi que je pense que nous sommes tous indépendamment responsables de notre vie. Parfois, nous avons besoin d'être écoutés, entendus et nous plaindre de certains comportements. Mais finalement, la plus belle posture à avoir sur cette terre, c'est de se dire « j'ai attiré à moi cette situation, je suis responsable, j'ai souffert, ça m'a appris beaucoup de choses, mais aujourd'hui je n'ai plus envie de ça. Aujourd'hui j'ai envie de relations saines, j'ai envie de relations sincères, j'ai envie de créer, une famille, j'ai envie de partir en voyage, alors qu'avant j'étais pas là-dedans, donc forcément ma vie ne tournait pas autour de ça. » On a le droit de changer en fait, on n'a pas de loyauté à avoir. Le 5e point, c'est valoriser nos échecs autant que nos réussites. Nous avons le droit de nous tromper, de tomber et même de mettre du temps à se relever. Nous sommes des humains et non des machines de guerre, alors soyons forts en étant fiers de ce qui nous a construits, même dans la douleur, et intégrons le fait que nous ne sommes pas parfaits, mais justement que nous avons le droit de vivre des expériences. Le dernier point de ce podcast, du coup, c'est être honnête. Être honnête envers nous-mêmes et envers les autres nous permet de cultiver le bonheur. Parce que reconnaître ce qui nous fait souffrir actuellement et sans jugement, c'est aussi nous permettre de dévier de nos trajectoires et de réajuster ce qui ne va pas, justement. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le fait de comprendre nos souffrances pour être heureux. Être conscient dans notre monde est ce qui nous protège et cultive notre bonheur chaque jour. Pour un travail plus profond, je vous invite à répondre aux questions que je pose tout au long du podcast par écrit. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix, Spotify, iTunes Podcast ou encore Deezer, afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de découvrir ainsi que via Instagram @plaisir.de.découvrir. À très vite.